Koweït, mercredi 17 octobre 1973. À la stupéfaction générale, les ministres des pays arabes exportateurs de pétrole, Algérie, Libye, Arabie Saoudite, Émirats, Koweït et Irak, décident de réduire chaque mois de 5% leur production pétrolière jusqu'à la libération des territoires occupés par Israël. Cette sanction intervient 11 jours après le déclenchement de la guerre du Kippour. Elle vise à soutenir les Égyptiens et les Syriens qui subissent alors durement la contre-offensive israélienne. En l'espace de 24 heures, le prix du baril de pétrole passe de 3 à 5,12 $. La crise prend d'emblée une dimension mondiale. Il s'agit du plus grand événement économique depuis le krach de Wall Street de 1929. Le choc pétrolier, tel qu'on ne tarde pas à l'appeler, va en réalité correspondre avec la fin brutale du long essor des économies occidentales. C'est au milieu des années 60, la véritable après-guerre, que la civilisation du pétrole atteint son apogée. Automobiles partout sur la planète, transport aérien de masse, industrialisation du Japon, de l'Amérique latine, invention de plus en plus nombreuse de la pétrochimie. Partout aussi, le mazout conquiert de nouveaux marchés sur le charbon. La demande est immense et sans cesse croissante. Certes, les États-Unis sont les premiers consommateurs de pétrole. Ils en demeurent aussi les premiers producteurs, épaulés par le Canada voisin. Mais la prospection et l'exploitation, en se déplaçant vers l'offshore ou le Grand Nord, l'Alaska, coûtent de plus en plus cher. Grâce aux coûts d'exploitation demeurés bas au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Iran, Koweït et les Émirats augmentent ainsi inexorablement leur part du marché mondial. Au même moment, Europe et Japon atteignent une maturité industrielle qui a un effet multiplicateur sur leurs demandes. Devant cette progression apparemment sans limite, les pays producteurs semblent bénéficier d'une rente croissante et intarissable. Mais en réalité, ils n'ont pratiquement aucun contrôle de l'offre pétrolière. Le marché du pétrole est en effet extrêmement organisé et hiérarchisé par 7 géants pétroliers mondiaux, 4 américains, Esso, Unocal, Chevron, Mobil et Gulf, l'anglais Shell associé au néerlandais Royal Dutch et le français Elf. Les accords entre les États pétroliers et les compagnies donnent la possibilité à ces dernières de fixer le prix et les quantités à extraire du sol. Petit à petit, le rapport des forces commence néanmoins à changer. Et l'arme la plus efficace pour les producteurs demeure la nationalisation du pétrole. Dès 1938, c'est le président mexicain Lázaro Cárdenas qui impose cette nationalisation de son pétrole en échange de son soutien à la politique internationale de Roosevelt. Le grand leader réformiste iranien Mohammad Mossadegh réussira la même opération en Iran au début des années 50, aux dépens des Britanniques de l'anglo-iranienne. L'étape suivante, c'est la constitution d'un front commun des grands pays exportateurs qui, face au cartel des 7 sœurs, s'associent dans un contre-cartel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP, née dès 1960. Il ne s'agit pas, contrairement au mythe tiers-mondiste qui va avoir cours par la suite, d'une révolte des producteurs arabes, ou même d'une révolte anti-impérialiste contre l'Occident, mais plutôt de l'alliance initiale de 3 partenaires, tous très proches des États-Unis. Le Venezuela, opposé au castrisme cubain, l'Iran, qui endigue l'influence soviétique et protège Israël, et l'Arabie saoudite, qui combat, elle, le nasserisme. Ce sont d'ailleurs des technocrates vénézuéliens qui vont être les véritables inventeurs de l'OPEP, sous l'impulsion du président social-démocrate Rómulo Betancourt. Bientôt se répand l'idée trompeuse que l'OPEP serait même une alternative réformiste aux vagues de nationalisation du passé. Mais l'accalmie sera brève et les tensions ressurgissent très vite. La situation nouvelle créée par la guerre du Kippour va alors permettre à l'OPEP de renverser la table et d'imposer une révolution de l'offre et des prix. Le 25 octobre, alors même qu'un premier cessez-le-feu est intervenu dans le conflit avec Israël, les États arabes décident de doubler le prix du baril. Ils avaient déjà, 4 jours plus tôt, décidé l'embargo contre les États-Unis et les Pays-Bas, coupables d'avoir manifesté leur sympathie à Israël. Cela n'est pas encore assez pour le Shah d'Iran, tout allié d'Israël et des États-Unis qu'il demeure, puisqu'il décide encore en décembre de doubler unilatéralement le prix affiché. Les négociations entre compagnies pétrolières et l'OPEP, représentées par le ministre saoudien du pétrole, Cheikh Yamani, sont dans l'impasse. Le résultat est tout simplement fantastique. De 2 $ en 1973, le prix affiché du baril atteindra un pic de 11,65 $ en 1975. Les effets sont immédiats.
Dans un premier temps, une véritable panique s'empare des consommateurs, surtout aux États-Unis. Certes, la crise va faire quelques heureux. Les compagnies pétrolières présentes hors OPEP peuvent engager de nouveaux investissements pour prospecter. L'industrie nucléaire civile commence à être considérée avec respect, les chemins de fer sont réhabilités ainsi que les automobiles de petite cylindrée. Mais à court terme, il n'y a aucun moyen d'atténuer le choc initial. Le triplement du prix du brut est une addition qu'il faut régler tout de suite. Elle sera partagée entre les profits des entreprises, les impôts et l'inflation, qui, explosant partout, est le résultat de la brusque augmentation globale des moyens de paiement en dollars, sans augmentation parallèle de la richesse produite. On assiste ainsi, en Europe notamment, à un phénomène entièrement nouveau, la stagflation, où l'économie réelle stagne ou recule au même moment où la hausse des prix s'emballe. Le choc pétrolier bloque les économies occidentales pour plusieurs années. Profite-t-il à tout le moins à ce tiers-monde pauvre qui voit dans l'OPEP le fer de lance d'une redistribution à l'échelle mondiale? Certes, les grands pays exportateurs se retrouvent du jour au lendemain à la tête de petites fortunes. Pourtant, comme les Hollandais l'avaient constaté dès le XVIIe siècle, l'embarras de richesse est parfois spectaculaire. Distinguons trois catégories. Les relativement avantagés. L'Indonésie, qui se trouve déjà dans une phase d'industrialisation accélérée, passe rapidement une vitesse dans sa croissance. Le Venezuela se lance dans une ambitieuse politique d'éducation et de développement. En 1975, il nationalisera sans conflit avec Washington toute sa production pétrolière. Plusieurs États arabes, la Libye, l'Arabie saoudite, les Émirats, Koweït, Qatar et Bahreïn, se retrouvent avec de très importantes ressources et une faible population, facile à satisfaire. Chacun peut donc désormais s'adonner à son hobby préféré. La manne est utilisée par Boumedienne pour construire un système très rigide, directement inspiré du soviétisme. 10 ans plus tard, la rente est éteinte, mais le coût économique est punitif. Agriculture dévastée par la collectivisation, commerce intermaghrébin atone, géants industriels rouillés, corruption généralisée. La montée de l'islamisme sera la suite logique de ce drame algérien. En Iran, le Shah organise la montée en puissance bien mieux pensée de son pays qu'il rêve déjà en nouveau Japon. Mais l'enrichissement rapide renforce en même temps que la classe bourgeoise liée au Shah et aux intérêts économiques modernes, une autre bourgeoisie plus traditionnelle, celle du bazar. Les classes moyennes modernes aspirent certes à la liberté politique, parfois même au socialisme. Le bazar, qui ne s'est pas moins enrichi, aspire lui au contraire à la restauration de la religion qu'il a désormais les moyens de subventionner en grand. L'année 1974 marque pour les pays industrialisés le début d'une remise en cause de leur dépendance énergétique. Aux États-Unis, la hausse des coûts rend dans un premier temps possible et rentable l'exploitation des gisements nationaux. En France et au Japon, les programmes électronucléaires battent leur plein. Sous l'impulsion du président Giscard d'Estaing, EDF arrivera à réduire de plus de moitié la facture pétrolière en France. Peu à peu, on assiste au tassement progressif du prix réel du brut sous la double contrainte du dollar bas et de l'entrée en lice d'une importante production hors OPEP, en mer du Nord, Alaska, Golfe du Mexique, Golfe de Guinée et Brunei. Surtout avec les débuts de la révolution islamique en Iran, en 1978, le front commun de l'OPEP s'effrite. Stratège de la politique pétrolière saoudienne, le ministre Sheikh Yamani fait délibérément tomber les cours. Cette politique, lorsqu'elle s'ajoutera après 1979 à l'entrée en lice des nouveaux forages hors OPEP, stabilisera pour longtemps le cours du brut et transformera le second choc pétrolier de 1980 en relatif non-événement économique.